Bienvenue pour Vent du Large sur France 24. Nous sommes à Neko Harbor, devant le glacier de Neko. Derrière moi, il y a également une manchotière de Manchot Papou. Nous sommes donc dans la péninsule antarctique. Nous allons retrouver sur l'île de Cuverville une guide historienne d'épaule, Sophie Favreau. Alors, l'île de Cuverville fut baptisée ainsi par le commandant français Jean-Baptiste Charcot. C'est tout près du détroit de Gerlache. Nous irons également en Nouvelle-Calédonie pour retrouver un sentier sous-marin. Et tout de suite, c'est l'actualité maritime. Reportage. C'est peut-être l'étape la plus difficile qui attend les 6 équipages de la Volvo Ocean Race. De Sanya en Chine à Auckland, 5220 milles nautiques, soit près de 10 000 km, pour une 4e étape dont le départ a été reporté de 24 heures pour cause de tempête en mer de Chine. C'est sûr que arriver en Nouvelle-Zélande, c'est arriver dans un pays de passionnés de voile, quasiment autant que de passionnés de rugby. Donc on sait qu'on va avoir un accueil formidable. Et que tous les bateaux sont très attendus. Bon, un petit peu plus Team New Zealand que nous, mais du coup, ça sera encore une meilleure occasion de les battre. Voilà, après, c'est une étape milieu dans la Volvo Ocean Race, donc c'est forcément important. C'est une étape qui ressemble un petit peu à la première étape, avec une succession de systèmes météo qui ressemble, puisqu'on passe l'équateur, on vient du nord au sud. Donc ça va être, en météo, ça va être très sympa, avec certainement des options à nouveau possibles à grande échelle à partir des Philippines. Si l'ambition de Franck Camas est clairement affichée, il faudra ajouter à l'enthousiasme de l'équipage beaucoup de muscles pour donner de l'impulsion au monocoque de 21,20 m et énormément d'intelligence quant au choix stratégique pour prendre les bonnes options météo. Pour aller en Nouvelle-Zélande, il faut qu'on passe dans le détroit entre le nord des Philippines et le sud de Taïwan. Donc en ce moment, on navigue dans 15-18 nœuds de vent, donc avec un vent tout à fait maniable, mais une mer qui s'apaise petit à petit. Et c'est pas plus mal parce qu'on a fait quand même un petit peu du saut de vague hier et cette nuit, et de temps en temps on tape encore un petit peu. Troisième du général, les Français de Groupama 4 qui progressent au fil des étapes et s'affichent comme de vrais prétendants au succès final, comptent sur cette étape musclée pour imposer leur rythme en profitant des capacités de leur bateau, taillés pour le gros temps. Avec des systèmes météo instables et qui évoluent très vite, les données ne seront pas simples et la moindre erreur tactique sera fatale. L'arrivée de cette 4e étape est prévue le 8 mars prochain. Voilà, on se retrouve sur l'île de Cuverville, devant le détroit de Gerlache, avec à mes côtés Sophie Favreau, guide à bord de l'Austral de la Compagnie du Ponant, historienne spécialiste des pôles. Alors Cuverville, c'est le nom d'un amiral français. Donc Jean-Marie Cavelier de Cuverville, c'était son nom intégral. Il était donc en poste dans la marine royale française dans les années 1840, à l'époque de la grande expédition antarctique française menée par Dumont d'Urville. Mais c'est une autre expédition française qui a donné le nom de Cuverville à cette île, c'est celle de Jean-Baptiste Charcot en 1903-1905. Alors justement, quelques mots sur cette folle épopée des explorateurs qui souvent se retrouvaient bloqués. Quelles étaient les solutions justement pour sortir des glaces ? Alors les solutions pour sortir des glaces, elles étaient d'abord l'attente, attendre la débâcle qui arrivait donc souvent vraiment déjà dans le plein été. Lorsque la débâcle n'était pas suffisante pour libérer le navire, on employait différentes techniques. Donc certaines consistaient à scier la banquise pour créer un chenal suffisamment large pour que le navire, aidé de la puissance de son moteur, puisse s'y faufiler, regagner la pleine mer. Charcot, lui, avait une autre technique. Il avait embarqué de la mélinite, donc un explosif qui lui permettait toujours de créer ce chenal de navigation. Et puis, il y a eu aussi une autre technique, un peu plus, je dirais, rustique, qui consistait à étaler sur la neige des déchets de toutes sortes, de la suie, par exemple, venant des poêles de chauffage, et la neige, évidemment, sur le noir de la suie fondait.
Donc c'était une autre technique qui a été notamment utilisée par une expédition allemande. On revient Sophie pour terminer sur cette île de Cuvier-Ville, il y a des plantes. Ça existe. Oui, ça existe en Antarctique. Ça existe en Antarctique, les plantes. Il y en a peu. Il y en a 2 espèces. Donc ici à Cuvier-Ville, on peut en voir une d'assez près. Donc elle s'appelle Deschamps antarctica. C'est une graminée. C'est une info que je tiens de mes collègues naturalistes et qui pousse effectivement sur les rochers en bordure de plage, parfois sur un socle de mousse. Voilà, donc c'est assez rare pour être apprécié ici à Cuvier-Ville. Merci Sophie. Je vous emmène maintenant dans un endroit un tout petit peu plus chaud. C'est la Nouvelle-Calédonie. Pour retrouver un sentier sous-marin sur l'île aux Canards. Vous allez voir, c'est absolument extraordinaire. Reportage. À 5 minutes de Lansvata en taxi-boat, l'île aux Canards. Un nom évocateur pour ceux qui ne savent quasiment pas nager. Il y a un problème. Bon, on a pied là. S'il y a un problème, tu poses tes pieds au fond. Et pour les autres aussi, puisque l'on peut y rencontrer une faune et une flore sous-marine extraordinaires. Car ici, il est possible de percer les secrets de ces eaux translucides. Découvrir facilement les fonds sous-marins est devenu une réalité. Et on regarde bien, on voit déjà des carangues à 3 tâches. Vous avez vu déjà en faisant l'exercice, les carangues, là, les toutes petites carangues. On a d'abord un test de compétences aquatiques. On vérifie leur aisance dans l'eau et à partir de leur comportement sous l'eau et dans l'eau, eh bien, on avance sur ce sentier. C'est une promenade en pale, masque et tuba. C'est une bonne opportunité que de prendre connaissance du milieu sous-marin en toutes conditions de sécurité sur ce sentier. Une promenade palmée dans la réserve spéciale de l'île aux Canards, le long du fameux sentier sous-marin, un chemin à valeur pédagogique, notamment pour les scolaires. On a vu des poissons de toutes les couleurs, avec des coraux bleus, des jaunes. Il y a beaucoup de sortes de poissons que j'ai vus, que c'est la première fois que je vois maintenant. Il y a des algues, des coraux, des sortes de coraux, mais beaucoup. Un milieu marin très riche qui a donc été aménagé pour pouvoir permettre au plus grand nombre de se rendre compte de la valeur de ce patrimoine. Nombreux sont les refuges pour des petits poissons tels que les poissons demoiselles, poissons clowns ou célèbres tricoréiers. Alors le sentier fait 400 mètres de longueur, il est balisé par 5 bouées, la profondeur varie entre 2 et 7 mètres. Sous chaque bouée, nous avons des panneaux explicatifs des différents poissons et coraux que l'on va rencontrer. Bouée 1, on va voir l'anémone avec ses petits poissons clowns. Un petit peu plus loin, nous allons rencontrer des poissons papillons, des dawas, des perroquets. Une découverte ludique et ambitieuse à plus d'un titre. Il est en effet possible de se plonger dans le bain du savoir jusqu'à plus de 6 mètres ou tout simplement de se prélasser langoureusement sous le soleil exactement. Retour et fin de Vent du Large, toujours à Neko Harbor, avec derrière moi la baie d'Andward. Et vous voyez sur ma droite l'Austral, le navire de la compagnie du Ponant. Alors je vous rappelle que le continent antarctique fait à peu près 14 millions de kilomètres carrés, à peu près 28 fois la France, c'est plus grand que l'Europe, plus grand que l'Océanie. Il est entouré par l'océan Austral ou l'océan Antarctique et bordé par les mers de Ross et les mers de Weddell. Voilà, merci de nous rester fidèles. On se retrouve très vite pour Vent du Large sur France 24 pour de nouvelles aventures. Au revoir.